Merci à vous. Je demande à tous les intervenants de bien vouloir participer. Voilà. Le Bureau Veritas, très bien. Avec Jérôme Fèvre, parfait. Et bien donc, on voulait profiter de la qualité un peu des gens présents aujourd'hui à cet événement pour parler des technologies et animer un peu cette table ronde sur les enjeux technologiques. Et les gens se présenteront pour ceux qui ne connaissent pas, mais donc peut-être on voulait aussi donner la parole aux PME, parce qu'en gros ça nous paraît être des porteurs importants des enjeux technologiques. Et donc je donnerai d'abord peut-être la parole à Sylvain Bacon de Moteur JM. Il y avait quelques planches là, parce que c'est des messages assez forts qu'ils ont prévus. Donc je voulais leur donner la parole pour qu'ils expliquent un peu comment se positionne un équipementier par rapport à tous ces objets qu'on a vus là, toute la journée. Parce que derrière, au sein de ça, c'est des briques technologiques qui ont été mentionnées là, par Naval Group, mais qui s'incarnent par souvent des PME qui portent ces produits-là. Moteur JM. Moteur JM 4e, voilà, tout à fait. Et après aussi, je vous demanderai aussi de vous faire un peu le porte-parole de ces PME qui veulent être intégrés dans tous ces beaux objets qui vont à la mer. Et comment faire aussi apparaître des équipementiers français et la souveraineté en lien avec ça. Mais voilà, vous avez 5-6 minutes. Merci. Ou non, vous pouvez. Bonjour à tous. Sylvain Bacon de l'entreprise Moteur JM. Donc effectivement, je vais essayer de faire la voix des PME, des PMI et des équipementiers, car on a vu beaucoup de beaux drones. Et il y a tous les illustres inconnus qui sont derrière, qui sont là pour faire des équipements, des systèmes qui vont rentrer dans la composition de ces drones. Et donc, je profite de l'occasion effectivement pour présenter Moteur JM, que vous ne connaissez vraisemblablement pas. Et donc, malgré tout, on a 77 ans, on est basé en Normandie et on conçoit et on fabrique des moteurs sur cahier des charges clients, on fait du multi-unitaire et on est quand même dans l'eau depuis 40 ans grâce à l'Ifremer. Donc, on fait des moteurs, alors comme vous le voyez sur cette slide, mais l'idée n'est pas de s'y appesantir, on fait des moteurs qui vont de 0,1 kW jusqu'à 500 kW. Tout ça basé en Normandie. Donc effectivement, pour le Nautil de l'Ifremer, nous avons développé avec l'Ifremer, il y a 40 ans, les moteurs de propulsion du Nautil. Donc là, le challenge à l'époque, vous le connaissez tous, je pense, comment passer de 1 bar de pression à 625 bars de pression quand vous arrivez au fond de l'eau. Et tout ça en transition. Donc on a été en coopération avec l'Ifremer sur ces sujets-là, moteur en titane avec pression adaptée pour pouvoir avoir des moteurs compacts. On ajuste la pression à l'intérieur du moteur en fonction de la pression extérieure. Donc ça veut dire que le moteur ne tourne pas dans de l'air ou dans un gaz, il tourne dans de l'huile, bien évidemment. Et on ajuste cette pression d'huile en fonction de l'extérieur. Le Victor 6000 également, et les moteurs de propulsion du Remora également à l'époque de la Comex. Mais toujours pour vous présenter Moteur JM, mais on est également à bord des sous-marins Barracuda aujourd'hui, c'est-à-dire notamment les moteurs de propulsion auxiliaire, du propulsion auxiliaire de Cabestan, de Guindos. Et donc là, certes, ce n'est pas un drone. Par contre, on a eu un vrai challenge sur ce projet-là, car on a dû faire ce projet de qualification avec un cahier des charges assez sévère, ça vous pouvez l'imaginer, de ces 4 types de moteurs et de délivrer les premiers de série en 18 mois. Et on l'a fait. Donc ça, c'est aussi une des forces des PME et des PMI, c'est face à un challenge qui est un enjeu pour les salariés aussi, parce qu'on était fiers en réalité qu'on vienne nous chercher en réalité pour nous dire voilà, on a ce sujet-là, on a besoin que vous vous y impliquiez parce que pour des raisons X, il avait pris du retard. Et ça a été un vrai challenge et un vrai fil rouge pour l'entreprise.
Donc, et ça, c'est un des sujets aussi que j'aborderai un peu plus tard, c'est d'avoir aussi la sécurité de la supply chain. Parce que là, nous sommes là, ça fait 77 ans qu'on est là, mais comme on le sait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont plus là depuis longtemps. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir les fournisseurs qui soient capables de fournir en sécurité, c'est-à-dire sans embargo américain ou embargo chinois, ces équipements-là. Et nous, on en est capable. Donc, donc c'est ce que je voulais dire sur ce point-là. On nous a demandé récemment aussi de travailler, cette fois-ci, non pas sur le moteur électrique, mais sur le système de propulsion complet. C'est-à-dire de ne pas fournir que le moteur, mais le moteur, l'hélice, la tuyère et le variateur, c'est-à-dire l'électronique de puissance qui pilote ce système de propulsion. Je dois dire que ce n'est pas un Français qui nous a demandé ça. Mais donc ça, c'est une voie, en tous les cas, de développement pour nous. Et on a conçu le système, donc on ne l'a pas encore produit, il faut le dire, mais on espère bien le faire. Et on est en dialogue avec le pôle mer marine, le pôle Bretagne, excusez-moi, pour voir comment tester ces systèmes et donc d'avoir un système de bande test pour vérifier que la poussée est bien celle attendue, etc. Dans un autre cadre, on nous avait demandé d'étudier la propulsion de l'UQUV, donc de Naval Group. Bon, peut-être le système va évoluer, donc ce ne sera vraisemblablement pas ce système qui sera mis en place. Mais là, vous voyez, on passe d'un moteur de 5 kW à 80 kW. Donc on a quand même une plage assez large. Mais ce qui est important, notamment pour le sujet au-delà de la fiabilité, des rendements et de la compacité, qui sont quand même les points essentiels pour un système de propulsion, et nous, donc, on est capable de s'adapter pour pouvoir arriver à ces challenges-là, avoir des moteurs qui font 95 ou 98% de rendement, ou voire plus. Ça dépend des cas, mais l'hélice, c'est elle qui fait chuter le rendement, hein, soyons clairs. Hein. Mais par contre, donc, ça définit ensuite l'autonomie de l'engin. Donc, mais par contre, il faut intégrer les fournisseurs et les sous-traitants très tôt dans le process, pour plusieurs raisons. D'abord, ça a été évoqué ce matin, le point économique est important. Donc ça veut dire qu'on veut non seulement faire des drones, d'accord, on en fait quelques-uns au départ, et donc, mais après, il va y avoir du volume. Il va y avoir, en tous les cas, plus de quantité à faire. Donc il faut déjà prévoir en amont l'industrialisation et impliquer les fournisseurs. Et là mon message, c'est notamment dans ce qui nous concerne, nous, c'est est-ce qu'il y a des standards de tension des batteries ? Est-ce qu'il y a des standards de connecteurs? Parce que ça, ce sont des éléments essentiels dans le dimensionnement de nos offres. Et d'ailleurs, sur les batteries, c'est un des sujets, notamment auquel je m'adressais hors estrade aux différents fournisseurs et intégrateurs de drones, c'est qu'il serait bien qu'on ait quelques classes de tension pour que nous, derrière, on puisse définir très peu de classes de moteurs qu'on puisse faire avec un coût moindre. Parce que si on diversifie trop, automatiquement les coûts augmentent. Autre sujet, les connecteurs. Et ça, c'est vécu aussi d'une expérience dans le militaire. C'est que les connecteurs, il n'y a pas que les Américains dans la vie. Il y a des fournisseurs de connecteurs américains, mais les connecteurs, c'est indispensable, évidemment, pour transmettre la puissance et l'énergie. Mais on a aussi des fabricants de connecteurs, et nous, on a identifié quelques-uns français qui sont capables de délivrer dans les mêmes performances les besoins pour la connectique des moteurs. Donc le message, c'est d'être souple, réactif, d'être des partenaires de confiance, ça c'est important, car aujourd'hui, on parle de projets qui peuvent être relativement longs, même si on a eu des développements qui ont été annoncés tout à l'heure qui étaient assez courts finalement, mais on peut avoir besoin de systèmes qui ne respectent pas tous les anciens cahiers des charges, enfin anciens, en tous les cas, tous les règles de documentation, les règles de développement classique auxquelles on était confrontés, parce que demain, on peut avoir une guerre qui nous nécessite de délivrer rapidement. Et ça veut dire qu'il faut être agile là-dessus. Un autre sujet qui concerne les PME, PMI, c'est
le financement, car c'est plus difficile pour une PME et un PMI d'avoir accès à ces financements, et je le vois et je le vis. Donc ça, on a besoin quand même que la prise en considération de nos problématiques propres aux PME, PMI qui ne peuvent pas mobiliser aussi des services entiers pour pouvoir aller piocher et obtenir certains financements de développement. Donc d'où l'importance du partenariat avec les grands donneurs d'ordre et les intégrateurs qui, eux, ont plus facilement accès aussi au schéma européen, au schéma français, voire dans le cas des développements pour l'Ukraine, aux avoirs russes. Le deuxième point que j'ai déjà cité, c'est des moyens de développement, mais ça c'est en cours, des moyens de centre d'essai. Et là, on est en discussion avec le Céladon de Brest. Mais j'ai évoqué ici, on a eu un déjeuner avec le GICAN au début de l'année, et l'amiral Vaujour était présent, et il nous a dit, j'étais à sa table, c'est pour ça que je l'évoque, je ne comprends pas pourquoi l'industrie n'arrive pas à nous développer un drone pour 10 000 €. Bon. Alors, évidemment, je n'avais pas le cahier des charges, ça ne permet pas de dire de quoi on parle. Par contre, le challenge de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 10 000 € en tant que drone, ça mériterait réflexion quand même. Donc, et là, il y aurait une écoute visiblement, en tous les cas, d'amiral. Donc, je voulais quand même le citer. En réalité, je vais en arrêter là. Donc, c'est simplement pour vous remercier de votre écoute et qu'on est à disposition, bien évidemment, de tout le monde pour relever ces challenges. Merci. Merci beaucoup. Donc, bien sûr, restez là, Sylvain, parce que vous aurez le droit de nouveau à la parole, mais peut-être toujours pour montrer comment nos PME françaises peuvent jouer un rôle clé en venant voir les technologies. J'invite Tamara. Merci beaucoup d'être venue avec nous. Il y a un petit film, je crois que je peux le mettre, pendant que vous vous présentez, peut-être. Ça marche. Déjà, bonjour. Donc, je m'appelle Tamara Brizard et je suis la cofondatrice de la société Archéocéan, qui est une PME française qui se spécialise dans les essaims de petits drones sous-marins. Donc, quand je parle d'essaims, je parle de centaines, voire de milliers de drones. Et quand je parle de petits, je parle de drones qui font moins d'1 mètre. Donc nous, la technologie, c'est un point très important. Elle joue un point, bon déjà pour faire nos drones, mais on est un peu drivé par nos modèles opérationnels. C'est ça la base. On se voit vraiment comme systémier chez Archéocéan, pas comme droniste. Donc on a pris un peu le problème à l'envers. On a dit voilà, qu'est-ce qu'on veut pouvoir, à quel challenge on veut répondre, qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire avec ces drones, et essayons de construire autour de technologies que nous avons, que nous connaissons, que nous avons comme briques technologiques, et créons des systèmes. Et en fait, on vient compléter un peu la gamme. Vous avez vu de merveilleux drones aujourd'hui, que ce soit de Naval Group ou d'Exail. Et nous, on est assez différents. J'aime comparer nos drones à des hélicoptères, comparés à des avions, même si l'Ulix sait faire du stationnaire. Nous, ça a été de base notre cahier des charges. On voulait des drones qui puissent vraiment se positionner spécifiquement dans des zones, parce qu'on travaille dans des domaines assez différents, que ce soit l'environnement, l'énergie ou d'ailleurs la défense. Donc nos drones ont des caractéristiques un peu spéciales. Vous voyez, bon, ils peuvent naviguer dans la colonne d'eau, mais ils vont pouvoir se poser au sol, c'est assez atypique, pour pouvoir rester très longtemps. Vous comprenez qu'ils sont petits, ils n'ont pas beaucoup de batterie. L'énergie est un des critères technologiques importants pour nous. Donc on va maximiser leur utilisation en restant au sol et rester longtemps. Quand je parle d'essaims, je parle, donc je vous ai dit, des milliers de drones, donc le coût est important. Et ça va impacter la technologie qu'on utilise dans nos drones, mais ça va aussi impacter la production, parce qu'en fait, quand je parle de milliers de drones, et que vous voyez, ils ont 4 propulseurs par drone, tout d'un coup, j'ai une production, quand j'ai un essaim de plusieurs milliers de drones, x4, j'ai besoin de beaucoup de propulseurs. J'ai 2 packs batteries par drone, j'ai des moteurs, j'ai plein de systèmes à l'intérieur. Donc en fait, les essaims de drones vont venir engendrer un développement de production, d'industrialisation en fait, qui est assez important. Nos premiers systèmes vont être à la mer à la fin de l'année. Ils vont vraiment être utilisés par des clients. Jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de POC, de Proof of Concepts. Mais là, vraiment, on passe à l'échelle supérieure. On va devoir livrer plusieurs milliers de drones d'ici 2 ans. Et ça va vouloir dire qu'on va devoir trouver des partenaires
locaux pour s'affranchir de certaines problématiques à l'export, mais aussi tout un moyen de supply chain pour être sûr de pouvoir approvisionner nos clients et de créer ces drones. Donc, le coût est très important aussi. Vous aurez compris qu'un drone, moi j'aimerais bien parler, Admiral Vaujour, d'un drone à 10 000 € parce que justement ça fait tout à fait partie de notre ADN. C'est le but. C'est le but d'arriver à réduire le coût pour pouvoir faire des essaims de milliers de drones. C'est pas possible s'ils coûtent 20 000 € pièce. Et pourtant ça c'est déjà pas cher. Donc on a tout cet écosystème qu'on doit construire ensemble et les PME françaises, on a un tissu très riche en France. On est très fiers de faire partie des Polmer et du GICAN et de pouvoir justement travailler et parler avec toutes ces PME. Mais on a un tissu très riche et fertile et on a une opportunité, une grande opportunité de capitaliser sur ce savoir-faire et de profiter de cet environnement actuel géopolitique pour faire un grand changement en France. Donc je suis heureuse de pouvoir parler de ces technologies. Merci. Merci beaucoup, Tamara. Et après, on a aussi en France la chance d'avoir une société de classification, et donc justement qui est un peu aussi au service de l'écosystème, et donc qui est un peu le pendant un peu de l'autorité réglementaire, mais donc justement qui peut accompagner un peu tous les acteurs. Et donc Jérôme, si vous voulez bien présenter un petit peu les quelques éléments du rôle que vous pouvez jouer dans ce développement technologique, ça nous paraît tout à fait clé. Merci. Oui, donc à Bureau Veritas, dans la division marine et offshore, nous travaillons sur les sujets navires autonomes et drones depuis une dizaine d'années. Nous avons écrit et publié des guidelines et donc des notes d'information et des notes réglementaires relatifs aux navires autonomes. Les premières révisions ont été publiées en 2017. Et nous avons axé nos développements vers deux parties principales, à savoir la première, l'accompagnement des autorités maritimes et l'accompagnement dans le développement du contexte réglementaire international. Et la deuxième axe, le développement de règlements purement Bureau Veritas de classification et de certification. Et donc au niveau de l'accompagnement au niveau international, nous sommes impliqués dans les différents groupes de travaux internationaux qui traitent de ces sujets-là, des navires autonomes et des drones. Donc à savoir, nous suivons en support du pavillon français toutes les discussions qui se déroulent à l'OMI, à l'Organisation maritime internationale, pour construire le nouveau code MAS qui sera bientôt disponible. Et donc nous sommes dans les discussions, que ce soit au niveau le correspondance group et tous les working groups qui ont lieu lors de chaque session du Maritime Safety Committee. Au niveau AIAX, donc, qui est l'association internationale des sociétés de classification, donc, qui regroupe nos 11 principaux concurrents et nous essayons de développer une vision commune sur ces navires autonomes. L'AIAX a créé un nouveau groupe de travail qui s'appelle donc le SDTP, Safe Digital Transformation Panel. L'année dernière, il a été mobilisé l'année dernière et il regroupe tous les sujets digitaux, donc les MAS, les navires autonomes inclus. Et le but, c'est d'avoir une position commune de toutes les sociétés de classification sur ces sujets. Donc on travaille sur de la réglementation commune, donc on en parlera sûrement tout à l'heure, notamment par exemple pour les Unified Requirements, donc la réglementation commune de l'AIAX sur tout ce qui est cybersécurité. Nous venons de publier également une recommandation commune sur la qualité de la donnée. Nous travaillons actuellement, nous avons pour but de développer quelque chose spécifique sur la communication pour la téléopération. Voilà, donc vous allez avoir tout un corpus réglementaire de classification publié par les 12 sociétés de classification qui seront applicables à ces drones et navires autonomes. Nous sommes également impliqués au niveau ISO, donc développement de standards, avec l'industrie, en collaboration bien sûr avec l'industrie. Je suis représentant AFNOR au sein du Smart Shipping Subcommittee, donc un nouveau, le TC8 SC26, qui va donc traiter de tous les développements de standards pour ce qu'on appelle le Smart Shipping. Donc ça implique la communication, la qualité de la donnée, tous les échanges de données entre le navire et la terre, et également des développements de standards sur les navires autonomes, la terminologie, qu'est-ce que ça veut dire un navire autonome, les niveaux d'autonomie et ainsi de suite. Donc tout ça a besoin de standardisation et donc
on est également impliqué au niveau ISO. Et enfin, au niveau international, puisqu'on traite des navires civils mais également militaires, on est au sein de l'INSA, donc de l'International Naval Safety Association, qui a pour but de mettre à jour le code pour les Naval Boat Code et intégrer les systèmes unmanned, donc les systèmes sans équipage et sans personne à bord, au sein du Naval Boat Code. Donc tout ça, c'est des développements réglementaires internationaux. On suit également de près également tout ce qui est plutôt régional ou national, avec une forte implication au niveau Europe. On est impliqué dans différents projets de recherche et développement, notamment Autoship, qui s'est terminé l'année dernière, et la suite qui s'appelle Seamless. Donc ce sont des projets européens de recherche et développement dans le cadre d'Horizon H2020, qui nous permettent de tester des concepts, de valider nos méthodologies d'analyse de risque et de tests sur les navires autonomes. Dans le cadre du projet Autoship, on a fait 2 démonstrateurs, un en navigation fluviale et un autre en navigation côtière, avec Kongsberg et autres partenaires. Et donc les démonstrations se sont très bien passées, et l'idée c'est de continuer avec le projet Seamless qui va également faire des démonstrations, mais dans ce cas-là avec un Remote Operation Center qui va suivre plusieurs navires de façon simultanée. On suit également bien sûr tout ce qui se passe au niveau régional, donc le Nordic MOU, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est une bonne nouvelle que la France va signer le MOU et va rejoindre ce MOU. On discute et on est en des très bonnes collaborations avec les différentes autorités maritimes qui sont dans ces MOU, et on essaye, on pousse pour que les prescriptions et les réglementations nationales s'orientent dans le même sens, pour également nous, du point de vue classification, ça nous facilite la vie. On a des bonnes relations avec le flag norvégien qui a été un des premiers à publier une circulaire traitant des opérations unmanned. Dès 2020, ils avaient donc un cadre réglementaire, une circulaire qui expliquait comment traiter ces opérations unmanned, et avec deux niveaux d'analyse de risque, et donc on travaille avec eux également sur différents projets. Le UK a un corpus réglementaire également publié, avec donc la mise à jour du Workboat Code 3, l'édition 3 en 2023, et donc on est en tant que Bureau Veritas UK et une autorité pouvant certifier selon le Workboat Code 3 les unités selon la nouvelle annexe 2 de ce Workboat Code 3, qui donc définit la réglementation spécifique pour les unités téléopérées. Et enfin, bien sûr, on a des très bonnes relations avec la France et la DGMPA pour suivre tous leurs développements purement nationaux au niveau donc décrets et arrêtés pour les drones, avec donc les travaux sur l'arrêté technique qui devrait être publié incessamment sous peu et qu'on attend tous avec impatience. Et donc ça, c'est tout ce qui est développement international, construction du framework réglementaire. Et en parallèle de ça, on est actif pour développer nos propres règles de classe et de classification, certification. Et donc on propose pour les navires autonomes et les drones 2 types d'offres, de services, avec ce qu'on appelle les Approval Principles, donc une approbation de design. Le client nous soumet ce qu'il veut comme dossier. Ce cadre d'examen est très souple et donc s'adapte à tous les types de projets et toute la maturité des différents projets qui nous ont soumis. Et on applique les prescriptions réglementaires, la note d'information ENI 141, et à l'issue de cette prestation d'examen de dossier, on est capable de porter un avis sur ces projets. Et donc, on va le voir tout à l'heure, on l'a fait à de multiples reprises sur de nombreux projets que vous avez déjà vus ce matin et cet après-midi. Et deuxième cadre réglementaire, nous sommes capables également de proposer la classification pour les petites unités, donc les moins de 500 tonneaux, les USV, donc les unités sans personne à bord. Nous proposons une notation de service USV avec une note réglementaire spécifique, la 681, et à l'issue de cette prestation, nous sommes capables d'émettre un certificat de classe dédié aux USV. Tout ceci se fait bien sûr sur la principale corps de ces prestations, c'est toujours l'analyse de risque qui est définie avec les différentes étapes à suivre pour réaliser cette analyse de risque.
On fait donc une identification des risques, une cotation de ces risques, on identifie tout ce qui est mis en place pour les réduire et on a également les différents modes de défaillance sur tous les équipements critiques. Cette analyse de risque est fréquemment réalisée par notre subsidiaire, donc notre filiale spécifique Bureau Veritas Solutions, qui est capable de réaliser ces analyses de risque, d'aider le client à vraiment identifier tous les risques et à organiser cette analyse de risque. Quelques références, donc vous allez retrouver de nombreux projets qui ont déjà été présentés ce matin. Donc on a travaillé, et toutes ces références sont publiques, je n'ai pas mis tout ce qui est privé, ou en tout cas couvert par des NDA, mais donc on travaille que ce soit sur des petites unités ou des grandes, avec les clients qui sont aujourd'hui devant vous, avec d'autres clients un peu plus lointains, comme le Japon, et d'autres clients aussi au niveau fluvial. On en a pas parlé du tout aujourd'hui, mais il faut savoir que la téléopération sur les eaux intérieures se développe énormément, est un vrai sujet et moins contraint par la réglementation internationale. Et donc, on a également de bonnes références au niveau téléopération en navire fluvial. Et puis, la classification des USV avec le client danois Ørsted. On a classé notre premier USV grâce à ce client. Voilà, donc pour résumer, on est capable de vous accompagner dans ces projets de navires autonomes et d'USV. On suit de très près tout ce qui est développement réglementaire au niveau international. Et brique après brique, on construit une réglementation. Et donc là, on va publier incessamment sous peu une note d'information spécifique pour cadrer et certifier les systèmes basés sur le machine learning. Donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur cette note d'information et ça va nous permettre de remplir un vide, puisque pour l'instant, pour certifier ou pour valider des systèmes basés sur l'intelligence artificielle et le machine learning, vous avez un vide technique. Et donc, on va proposer cette nouvelle ENIS 192. Le draft est en cours de relecture en externe. Donc, si vous voulez avoir ce draft, n'hésitez pas à venir me voir après. Et je serai très heureux de vous le partager pour avoir votre retour. Il devrait être publié d'ici juin-juillet. Et puis, on travaille sur une nouvelle révision de notre guidance note sur les navires autonomes pour tenir compte de toutes les références et tous les retours d'expérience que vous avez vus sur l'écran. Et également, commencer à intégrer en amont de phase tout ce qui est en train d'être mis sur le code de masse de l'OMI pour que ensuite, donc, ça soit plus facile pour nos clients d'assimiler ce code maths et de l'appliquer dès qu'il va être publié et disponible. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et après, peut-être une question un peu ouverte pour nos panélistes là, sur le volet justement développement technologique. On sent bien que en fait, les drones, c'est l'exemple type où le développement programmatique sur un certain nombre d'années ne fonctionne pas et qu'on est beaucoup plus dans l'essai-erreur. Et donc comment dans vos process et dans votre façon de développer la technologie, comment ça se traduit concrètement dans vos entreprises ? Ce volet, ne pas travailler avec l'aspect client, mais plutôt de proposer des systèmes à vos clients et que l'aspect client soit juste « je veux un drone de moins de 10 000 €. Alors, Dieu merci, on n'a pas que des clients qui nous demandent des drones à moins de 10 000 €. Mais effectivement, enfin, je pense que pour reprendre l'exemple d'Excel, quand on a commencé en 2017, il n'y avait pas de spec client. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait personne. Et d'ailleurs, ça nous joue aussi un peu des tours parce qu'en fait, avant même à ce que les usages et les concepts d'opération soient définis, ça oblige le client à redéfinir ses besoins et comment il va opérer. Et donc, alors pour répondre à ta question ensuite, Timothée, mais c'est vrai qu'on en a assez peu parlé, mais il y a une allusion tout à l'heure aux véhicules autonomes, aux navettes autonomes, et c'est vrai que ce sujet est à prendre en compte, qui est l'acceptabilité et la modification de l'usage chez nos clients, puisqu'il ne faut pas se dire qu'un drone va arriver et qu'il va changer la face du monde. Ça nécessite forcément une adaptation des équipages, des gens formés et même des infrastructures. Donc il y a tout ça qui est vraiment à prendre en compte. Et donc effectivement, au début, on n'a pas de spec client et donc on apprend avec le terrain. On apprend allant à l'eau et
et en ayant chaque soir en fait un rétex et en l'améliorant le lendemain et en ayant une forte connexion entre les équipes qui font de la mécanique et les équipes qui développent du logiciel. Quand on a fait les opérations avec la marine américaine dans le cadre de la TF-59 par exemple à Bahreïn, on avait des ingénieurs logiciels qui étaient déployés aussi là-bas. Parce qu'on a dû, alors que ce n'était pas prévu, s'intégrer un C4I donc qu'ils appelaient Minotaur. On a dû faire des petits développements. Et voilà, avoir cette capacité de s'adapter rapidement, l'agilité, c'est primordial. Peut-être chez Naval Group aussi, vous avez un peu changé de logiciel sur ce volet de dire, ben voilà, je réponds à une spec client en développement des plateformes qui me demandent, je sais pas, un porte-avions par exemple, à plutôt du techno-push où vous développez en interne des produits qui après peuvent trouver leur marché en France et à l'export. Comment ça se traduit un peu dans le développement technologique? C'est vrai qu'il y a un... Alors je ne vais pas impliquer le terme changement logiciel, mais il y a un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les programmes, on est vraiment sur du programmatique avec des spécifications, on déroule, etc. Mais comme l'a un petit peu indiqué Pierre-Antoine ce matin, on a un changement de paradigme, on a développé vraiment des lignes de produits pour être en avance en fonction de ce qu'on pressent du marché et donc investir sur ces lignes de produits d'un point de vue industriel. Donc déjà, c'est ce changement de paradigme pour dire on va investir sur les lignes de produits pour être prêt à temps. Donc ça, c'est sur l'approche macroscopique. Et après, sur l'approche technologique, même on voit ce changement de paradigme également sur les programmes. C'est-à-dire qu'on passe, on a une prépondérance du logiciel de plus en plus dans tous les systèmes. Et comme on a une prépondérance logicielle de plus en plus dans les systèmes, ça nécessite des mises à jour régulières, non seulement pour les aspects cybersécurité, mais également pour les aspects capacitaires. Et donc, on l'a de manière exacerbée dans le domaine des drones. Comme vous l'indiquiez tout à l'heure, il faut rassembler ces équipes, travailler vraiment en mode plateau pour après pusher les technologies dans les démonstrateurs et les démonstrateurs faire les démonstrations à la mer et on est vraiment en cycle de développement plus court, chose qu'on ne peut pas faire sur les gros programmes. On ne va pas monopoliser un gros navire pour faire des essais technologiques en permanence, chose qui est facilement plus accessible sur les démonstrateurs. Voilà, donc changement de paradigme, produit et on s'appuie sur des démonstrateurs. Voilà la réponse. Oui, pareil, et côté chantier de l'Atlantique, vous aussi, c'est parce que d'habitude, vous construisez des grands navires pour vos clients. Et là, on voit que vous êtes un peu équipementier. Hein, vous l'avez fait une première fois sur Solid Sail. Et là aussi, sur ce Lars, c'est un équipement en fait, que vous... Oui, du coup, pour nous, c'est vraiment des épiphénomènes. C'est-à-dire que on ne développe pas avec en interne une volonté d'aller rentrer sur un marché, c'est par des contacts avec des clients, par des coopérations. On croit beaucoup dans la coopération entre industriels, notamment pour apprendre des compétences des autres. Et c'est par ce type de choses-là qu'on pousse des nouvelles technologies, qu'on pousse des nouvelles idées, rarement par une vision de marché qui nous permet d'anticiper ces choses-là. Néanmoins, le système que vous avez développé, cette technologie, elle peut être sur un navire d'opportunité ou il faut que le navire soit construit au-dessus, autour. Enfin, au niveau technologique, comment elle peut être intégrée vous l'avez intégrée sur une marge, ça montre que c'est quand même assez ouvert. Oui, l'idée quand on est parti sur ce développement-là, c'était de se dire qu'il fallait qu'on soit capable d'adapter ce type de système sur n'importe quel type de navire. Donc voilà, on l'a testé sur une barge, mais on peut le mettre sur un supply, sur un navire avec un pont ouvert à l'arrière. Voilà, c'est la contrainte principale. L'intégration a été pensée dès le départ pour ne pas avoir de contraintes fortes sur le navire. Et après, on parle beaucoup de développement technologique, mais une des challenges qui est ressortie de la table ronde de ce matin, c'est beaucoup la fiabilité à la mer. Donc en fait, c'est comment un peu associer technologie de pointe avec robustesse agricole, comme ça a été mentionné. Comment ça se traduit pour les équipementiers? Vous m'entendez là? Oui. C'est difficile à dire, parce qu'en réalité, un des points essentiels, c'est d'avoir du retour d'information. C'est-à-dire que lorsqu'on a conçu quelque chose et qu'on l'a remis à un intégrateur, et notamment quand on s'adresse à du militaire, c'est ça que j'ai en tête en réalité. Ensuite, l'engin est mise à disposition de la marine. Et j'ai eu souvent, pas tout le temps, mais souvent de l'information en disant on n'a pas accès, je demandais, si vous voulez, à avoir les conditions de température, de pression qui étaient autour, en l'occurrence nous, des moteurs, pour pouvoir vérifier si on n'avait pas surdimensionné ou pas.
si on n'avait pas, si on pouvait encore améliorer la performance du moteur. Et ce feedback, il est important pour nous pour pouvoir justement améliorer. Mais souvent, il y a un arrêt. Il y a un arrêt parce que pour des raisons de secret, pour des raisons diverses, j'imagine que je ne maîtrise pas. Mais cette remontée vers l'équipementier n'est pas toujours naturelle, alors qu'on en aurait besoin. Donc pour moi, la seule façon d'améliorer la performance, c'est d'avoir un retour d'information sur ce qu'on a produit dans une première fois et de confronter à la réalité. Donc les expériences et les tests en mer, de toute façon, le permettent malgré tout, mais c'est la seule façon. Ensuite, c'est d'être vigilant sur les technologies et les matériaux qui évoluent. Parce que lorsque les matériaux sont quand même, je parle surtout toujours vu moteur, sont quand même une des clés de la performance. Mais je reviens quand même sur le point que j'avais évoqué tout à l'heure sur la supply chain. Aujourd'hui, faire des moteurs électriques pour qu'ils soient compacts et qu'ils soient donc efficaces, il y a moins de problèmes quand on fait face à la mer parce que la température est relativement fraîche, donc on les refroidit relativement bien. Par contre, on utilise des aimants, donc terres rares. Or, aujourd'hui, il y a un vrai risque. Si on ne standardise pas, si on fait quelques stocks de typologie, en tous les cas de ces matériaux et de ces tailles d'aimants, par exemple, eh bien, qu'un jour, on ait la Chine ou d'autres disent ben non, niet, je ne vous les transmets pas pour des raisons géopolitiques. Ça a déjà commencé. Donc c'est ce travail en amont avec les intégrateurs dans les définitions, dans les standards, qui permet de se protéger de ça. Donc, ensuite, reste à savoir comment sont faits les stocks intermédiaires, qui sont souvent pas très onéreux pour l'instant, mais qui permettent de sécuriser la supply chain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, c'est fiabilité, mais fiabilité aussi du modèle industriel qui est derrière. Et voilà, peut-être chez Archéocéan, comment vous travaillez cette excellence un peu d'innovation technologique avec une fiabilité à la mer. Alors, il y a des choix à faire. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un truc super fiable et qui coûte moins de 10 000 €. Ça ne va pas le faire. Donc, il va falloir ou fiabiliser les éléments de la technologie ou fiabiliser la mission. Être sûr d'avoir un résultat à la fin. Et c'est là où nous, on met la priorité sur la mission. Et c'est l'avantage des essaims. Si on en a plusieurs milliers, on en perd quelques-uns. La mission, on l'a quand même. Il n'y a pas de problématique. On a de la redondance. En fait, on programme de la redondance dans nos systèmes. C'est le but des essaims. Donc voilà, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Il faut voir on parlait du cahier des charges des clients. On a la chance, en fait, que nous, on vient dans un monde où il y a déjà des gens qui opèrent, surtout dans l'énergie. Si on regarde ce qui se fait dans l'oil and gas, c'est quand même... Eux opèrent déjà beaucoup en grande profondeur. Donc on a déjà une idée de ce qu'ils souhaitent faire. Donc on vient, en fait, améliorer les systèmes déjà en place, on vient fiabiliser, mais aussi rendre la logistique simplifiée. Donc c'est le but. Donc on vient déjà avec un cahier des charges. Et donc pour nous, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. C'est vrai qu'on est un peu moins dans le noir. Mais par contre, c'est une stratégie aussi de comment on fabrique nos systèmes. Et c'est là où nous, on est modulaire, on fait des building blocks. Et ce qui nous ouvre à d'autres marchés potentiels. Parce que du coup, on a beaucoup de synergie dans les besoins sous-marins aujourd'hui, que ce soit dans différents domaines, et d'avoir cette modularité, de pouvoir proposer des systèmes qui ont des pièces qui sont communes, mais faire de petites modifications, en fait, nous aide beaucoup et robustifie après notre modèle opérationnel et notre modèle économique, ce qui, à la fin de la journée, est important pour nous. Merci. Et peut-être chez Excel, comment vous associez un peu cette excellence technologique avec la fiabilité de vos engins de surface ou sous-marins Pour les drones de surface, quand on nous pose souvent la question quel est le système de propulsion d'un Drix, les gens sont un peu déçus quand on leur répond un moteur diesel. C'est sûr que ça fait moins rêver qu'un moteur électrique avec des panneaux solaires, etc. Mais en même temps, c'est plus rustique, ça peut se réparer facilement et donc ça contribue aussi à une partie de l'enjeu de fiabilité qui sont recherchés, notamment dans le secteur de l'oil and gas où ils cherchent quelque chose d'efficace et simple d'entretien. Et c'est vrai que, pour compléter le propos de Nicolas, quand on nous dit mais pourquoi vous n'êtes pas passé à l'électrique, le Drix, c'est un bateau de 2,5 tonnes pour avoir la même puissance que notre moteur diesel, donc qui n'est pas un moteur de GM, mais qui est un moteur Nani, donc ceux qui ont fait de la plaisance voient de quoi je parle. On aurait eu besoin de 6 tonnes de batterie. Donc vous voyez bien que c'était pas compatible et qu'il y a un deuxième aspect, c'est que sur tous les aspects justement de fiabilité de la mission, nous on a... Je dirais pas un compétiteur parce que
on est sur le même secteur d'activité, mais on a vraiment eu des choix technologiques très différents. Donc je pense à Celdrone. Aujourd'hui, quand un Celdrone va aller d'un point A à un point B, on ne sait pas en combien de temps il va le mettre. Voilà, ce parcours de la distance, puisque là, on est sur de l'éolien et que du coup, pour y parvenir, ça va dépendre des conditions météorologiques. Donc voilà, un des aspects fiabilité, redondance, voilà, c'est aussi savoir s'appuyer sur des briques qui existent, donc typiquement moteur diesel, et qui ont été éprouvés dans d'autres domaines, pas forcément que celui de l'autonomie. Merci. Et après, peut-être, on parle beaucoup de nouvelles technologies comme l'autonomie décisionnelle contrôlée, ce genre de choses. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire au côté Naval Group, se contrôler en fait? Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites autonomie décisionnelle contrôlée? Contrôler, tout simplement, c'est sous contrôle de l'opérateur. Comme j'indiquais précédemment dans l'opération, même si l'opérateur n'est pas relié en téléopération sur l'ensemble de la mission, il faut que l'opérateur puisse avoir un contrôle dessus. Et le contrôle est situé à 2 niveaux. Il faut que le comportement soit prédictible et explicable. Voilà ce qu'on appelle sur le contrôle, en fait, c'est la boucle de rétroaction de l'autonomie vers les humains et vers l'opérateur qui, in fine, doit contrôler l'ensemble de l'exécution de la mission et voir reparamétrer la mission si nécessaire ou accepter des reparamétrages de mission. Donc, quels impacts sur les choix technologiques que vous pouvez faire, résultat, pour respecter ce contrainte? Sur les choix technologiques, si on parle de l'IA, finalement, parce que dès qu'on pense à l'intelligence embarquée, on va forcément mettre en partie de l'IA. Et derrière, s'il s'agit d'expliquer le fonctionnement d'un réseau de neurones à l'opérateur, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, pour ce faire, finalement, on déroule technologiquement trois aspects. On va simplement décomposer le problème d'une première donnée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une analyse du problème dans sa globalité, on est obligé de le décomposer et de le décomposer de manière à ce qu'il soit compréhensible par l'opérateur. Ensuite, on met en place ce qu'on appelle un hyperviseur. Donc c'est un élément connexe à l'intelligence, mais qui va garantir finalement que l'exécution de l'intelligence reste dans un couloir, pour une image, dans un couloir tel qu'on l'avait défini et qui est le couloir dans lequel il doit rester pour exécuter sa mission. Et puis le dernier élément, c'est l'IA de confiance. En fait, on travaille sur mise en place de l'IA de confiance. On en parlait un petit peu vous en parliez un peu tout à l'heure sur quel processus on va mettre en place dans les phases de développement et de certification entre guillemets de l'intelligence artificielle pour que le comportement reste, qu'il n'y ait pas de, alors je vais utiliser le terme hallucination, en tout cas que ça reste dans un domaine bien particulier. Voilà, finalement une réponse en technologie en 3 niveaux. Merci. Et peut-être pour vous donner la parole aussi au côté Bureau Veritas, justement ces boîtes noires un peu qui peuvent exister, comment vous les appréhendez dans les fonctionnements génériques général des systèmes et tout ça? Donc c'est quoi un peu qu'il y a dans votre note qui est disponible a priori? Alors oui, donc elle est disponible en relecture, elle sera publiée en juin. Donc l'idée c'est de faire déjà un état des lieux de ce qui existe comme réglementation au niveau international, standard, industriel, au niveau de l'IA. Donc il y a déjà des choses qui existent, mais ils sont plutôt orientés au niveau éthique, social, mais très très peu au niveau technique, comment développer un modèle basé sur du machine learning. Donc on a développé dans toute notre guidance note le différent life cycle, donc l'état de vie d'un modèle basé sur le machine learning avec la data collection, la validation des données, le nettoyage de ces données, la labellisation de ces données, et ensuite on va entraîner notre modèle et s'assurer et définir certains metrics. Donc il n'y a pas encore de critères de validation de ces modèles. Donc on essaye, nous, Bureau Veritas, de proposer un certain nombre de métriques pour valider et suivre la qualité de ces données et surtout également de le faire dans le temps, à savoir parce que le modèle va être intégré et va être mis en place à bord d'un navire, par exemple, il faut être capable également de le mettre à jour régulièrement, de s'assurer que lors de ces mises à jour, que tout n'est pas fait n'importe comment, et de s'assurer
s'assurer que tout ça reste bien en face. Et donc, la note d'information explique ces différentes étapes, demande un certain nombre de documents et de justifications à fournir à chaque étape pour que voilà, le produit, celui qui a créé son système basé sur le machine learning puisse être capable de justifier les différentes étapes et d'avoir fait correctement les choses. Intéressant sur ce volet, ouais, autonomie, système autonomie. Et après, peut-être la même chose un peu sur le cyber. En fait, comment en fait garantir ces cybersécurités du petit composant, peut-être, hein, justement, issu de nos PME françaises, à l'intégration au système et après même au système de système. Comment cette hiérarchie peut se passer au niveau de la cybersécurité? Alors, la cybersécurité a été identifiée très rapidement comme un des points majeurs pour tous ces navires qui ont de plus en plus des systèmes digitaux à bord. Et donc c'est pour ça que l'Ajax a voulu travailler sur des réglementations communes à toutes les sociétés de classe et donc a publié ce qu'on appelle les UR Z26 et 27 et sont applicables depuis juillet de l'année dernière, 2024. Et c'est une grosse marche à franchir pour tous les chantiers, les intégrateurs et également les armateurs, puisque maintenant, tous les navires qui relèvent de l'Ajax doivent appliquer ces prescriptions communes. Et donc, ça couvre tous les navires de plus de 100 tonneaux. Et donc, il y a des alertes cyber, c'est ça? Nous sommes en pleine attaque, justement. Ouais. On est au cœur du sujet. Et donc, les URZ26 traitent de tout ce qui est mis en place à bord du navire et les URZ27 de tous les équipements, donc la certification, comme tu le disais, des petits équipements qui vont venir créer les systèmes et les réseaux à bord. Et donc, progressivement, les chantiers, les fournisseurs font certifier chaque petit équipement qui va être installé à bord pour créer les réseaux informatiques et s'assurer que tout ceci se fait correctement dans une bonne sécurité. Et le gros avantage, c'est que les principales sociétés de classe ont maintenant la même réglementation et donc tout ça se fait de façon commune et globale. Et ça peut-être côté Excel, justement cette balance entre vos développements technologiques qui sont peut-être parfois un peu en amont par rapport à la réglementation, comment après ils arrivent à s'inscrire ou à rattraper des réglementations qui arrivent, et inversement, c'est-à-dire on sent bien, c'est un peu le message aussi, qu'il y a besoin de standards, d'interopérabilité, donc un peu de cadrer un peu les choses, mais comment dans ce cadre-là garder une capacité d'innovation pour des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants. Comment vous voyez un peu ça? Ça passe déjà par une communication permanente dans le cadre de groupes de travail, qui sont ceux que je citais tout à l'heure, avec le cluster, avec la DGA en PA, ou leurs équivalents aux États-Unis, au Topoco, avec les quarts de côte, ou les groupes de travail du MCA au Royaume-Uni, où les industriels partagent avec les autorités administratives maritimes leur état des lieux des projets pour que celles-ci ensuite intègrent cet état des lieux dans leur réflexion réglementaire pour ne pas brider, comme vous le dites, l'innovation, parce que c'est vrai qu'on a des pays je prends le cas de l'Italie par exemple, quand on veut discuter avec eux du déploiement d'un drone pour une opération oil and gas civile, ils arrivent avec toute une série d'exigences qui tuent même le concept de l'autonomie maritime et de sa pertinence économique. Au-delà même des exigences techniques qu'ils pourraient avoir, ils vont vous demander que vous déployiez un bateau de surveillance à moins de 50 mètres du drone, qu'il ne n'aille pas au-delà de certaines distances. Finalement, si vous devez payer un bateau mer, un équipage à côté du drone, où est l'intérêt de l'opération? Donc vous avez tous ces échanges qu'il faut avoir en permanence avec les autorités administratives pour à la fois les rassurer sur l'état des lieux, leur dire non de temps en temps en disant là ça va trop loin parce que c'est pas compatible de l'état technique, ou alors il faut qu'on démonte tout, qu'on refasse tout à zéro et c'est pas réaliste pour les industriels. Donc c'est vraiment ce dialogue permanent entre le monde industriel et réglementaire qui est nécessaire pour pouvoir s'assurer que les deux se coordonnent le mieux possible. Et donc est-ce qu'il y a encore de la place pour du développement technologique dans tous ces cadres ou pas? Oui, alors il faudrait que le Drix y plonge. En fait, c'est plus facile sous la mer en fait qu'au-dessus. Il ne plonge qu'une seule fois. Ouais, qu'une fois, d'accord. En fait, c'est vrai que, vous avez vu, on passe un peu à travers les mailles, parce qu'on fait moins d'un mètre. C'est vrai que le sous-marin, c'est encore un peu le Far West, c'est un peu l'Eldorado. Ça commence à changer, hein, bien sûr, on voit ça. Mais pour l'instant, on est relativement libre, ça va. Ok, merci. Et bien après, voilà, le but c'était aussi de donner un peu la parole à la salle. Hein, donc, qui a une première question pour nos intervenants?
Merci, la première, c'est toujours... Bonjour, Olivier Debray, je travaille à la SAFT. On fait pour ceux qui ne connaissent pas, des batteries électriques de haute technologie dans les satellites, les avions, les torpilles, les sous-marins et pourquoi pas les drones. Donc je rejoins ce que disait le représentant de JM tout à l'heure. J'invite les intégrateurs, les inventeurs à venir nous voir très tôt dans l'élaboration de leur système parce que nous faisons des choses qui ne sont pas forcément connues mais qui pourraient bien vous servir. Alors, je ne veux pas aborder maintenant le problème des coûts. Comme vous disiez, madame, plus c'est fiable, plus c'est cher. C'est vrai. Mais SAFT est une entreprise française, donc je rejoins aussi les préoccupations de souveraineté, de préservation des mouvements géopolitiques. Et puis, le dernier point, c'est la capacité à l'exportation. Effectivement, c'est une question qui est très importante pour nous, qui a été évoquée ce matin, je crois. On ne sait pas encore très bien si l'organisme qui nous demande une batterie pour un engin sous-marin, est-ce que c'est un drone qui va faire de l'océanographie, auquel cas ce ne sera pas classifié, ou est-ce que ce sera un drone porteur de drone? Donc mes questions, venez nous voir tôt. Quels sont vos besoins en batterie? Parce que j'ai bien compris qu'à part le diesel bruyant certainement du Drix, il y a beaucoup d'électricité quand même. Les batteries pour les engins portés par les drones porteurs de drones. Donc j'ai compris que c'était des armes, mais c'est peut-être pas que des armes. Est-ce que vous mettrez des batteries aussi là-dedans? Auquel cas vous aurez besoin de formats spécifiques. 3 questions. La dernière, l'exportabilité. Est-ce que vous avez déjà une réponse? C'est plutôt pour s'il y a des représentants de la DGA ici. Est-ce que vous allez classifier a priori matériel de guerre une batterie qui ira dans un drone ou pas? Qui veut prendre? Alors, en ce qui concerne la question sur les batteries, Excel a développé assez loin de l'intégration verticale. Et en fait, sur notre titre de Couéron, voilà, on fabrique nos batteries pour nos AUV. Donc, je pourrais vous donner les coordonnées du directeur de site, Alexis Girin. Mais voilà, donc on a déjà cette compétence en interne. Je ne sais pas si on va jusqu'à... on ne va pas jusqu'à la fabrication des cellules et voilà, peut-être qu'il y a peut-être un champ de travail entre SAFT et Excel, mais ça je vous laisserai investiguer un peu plus loin après. Pour tout ce qui est la question de l'exportabilité, c'est la question essentielle parce que là on a beaucoup parlé franco-français, on a beaucoup parlé du coût de défense, mais on a un peu évoqué la problématique de l'éolien, de l'offshore. Dans la salle, il y a des gens qui travaillent dans le monde de l'offshore pétrolier à 6000 mètres de fond depuis plus de 30 ans. Et effectivement, si on veut que la filière soit pérenne, on ne peut pas compter sur le seul marché français. Excel en est bien conscient. Et donc après, ça va dépendre en fait des différents systèmes. Donc effectivement, nous, sur le système de guerre des mines, ils ont été développés ab initio pour les applications militaires. Donc c'est du matériel de guerre. Donc ce sont des systèmes CMG. Dans le cadre par exemple de nos systèmes plus civils comme le Drix, c'est un système qui a été développé pour une application civile sur lequel le monde militaire a eu un intérêt particulier et donc on voit qu'effectivement il a pu être utilisé dans ce domaine-là. Pour autant, aujourd'hui, ce n'est pas un produit qui est classé matériel de guerre et qui n'est même pas aujourd'hui classé double usage. Et donc à ce titre-là, au titre de l'enveloppe, mais je laisserai peut-être Nicolas compléter sur ces aspects-là, on peut avoir des systèmes qui sont double usage dans le Drix sans que ça empiète, ça le fasse devenir double usage de facto, tout étant une question évidemment de mesure et de pourcentage vis-à-vis du système. Donc en gros, c'est est-ce qu'une nation étrangère va acheter un Drix pour le dépioter pour avoir la petite cellule. Voilà. Peut-être côté Naval Group, sur ces volets batteries, donc tout à l'heure a été mentionné le partenariat avec AQWatt. C'est vrai que c'est un sujet qui paraît très important et critique pour vous et que vous avez identifié comme tel en tout cas. De manière générale, les batteries sont un sujet très important pour Naval Group au-delà des drones. On travaille déjà beaucoup avec SAFT sur d'autres porteurs. Et ce qui concerne les drones, oui, comme ça a été précisé ce matin, on s'est rapproché d'AQWatt sur l'aspect batterie. Mais moi, je profite que le sujet batterie soit mis sur la table. Et on a un petit peu effleuré le sujet tout à l'heure sur l'aspect drone de surface. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect propulsion diesel. Je pense qu'il y a encore un champ à ouvrir, notamment si on veut tenir à la mer, non pas 2 jours, 3 jours, mais quelques centaines d'heures. On aura la problématique d'entretien et de maintenance de toutes les machines tournantes.
y compris du diesel. Et donc là, on a une vraie problématique et de dire quelle est la meilleure solution pour dire on va tourner à la mer quelques centaines d'heures. Alors forcément, c'est pas sur les drones de 10 mètres, mais ce sera sur des drones qui seront beaucoup plus gros. Et bien là, dans cette problématique-là, on devra tout poser sur la table, y compris les batteries. Parce qu'on tout à l'heure, on disait bien que la densité énergétique peut être un problème, même avec les batteries. Mais ça fait partie des choses qui doivent être discutées et de trouver des orientations et en mettant l'ensemble du problème sur la table avec les différents interlocuteurs. Et peut-être, Sylvain, en tant que spécialiste un peu de l'énergie là-dedans et de la chaîne propulsive. Non, en réalité, je pense que tout a été dit. Et effectivement, au niveau de ce qu'a dit le représentant de SAFT est juste. Mais ça a un impact direct sur les choix de propulsion, c'est certain. L'idée, c'est que surtout qu'on ne diversifie pas trop, pour pouvoir arriver à quand même avoir des masses suffisantes pour qu'économiquement derrière on puisse répondre aux besoins, puisqu'au départ là il y a un foisonnement à l'heure actuelle effectivement d'idées, de mise en place de drones et ainsi de suite. Mais derrière ça, à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à limiter les tensions des batteries, un certain nombre d'autres composants pour que économiquement on puisse massifier suffisant. Et je rappelle que nous, Français, on est quand même en France, c'est-à-dire avec les coûts français. Quand vous allez avoir des Turcs en face de nous avec les coûts turcs, on nous dira mais vous êtes trop cher. Oui, mais on est en France. Donc il va falloir... Et la part main-d'œuvre est importante, notamment dans un moteur électrique. On n'est pas encore dans l'automatisation comme dans l'automobile, où on aurait des milliers, s'il y avait des centaines de milliers de drones, on pourrait automatiser, mais là ce n'est pas le cas. Donc il y a encore une part de main-d'œuvre encore relativement importante. Donc il faut quand même réduire la diversité et bien valoriser aussi cette sécurité de l'approvisionnement, de la chaîne de valeur. Car certes, on peut avoir quelques coûts supérieurs, mais c'est le prix aussi de l'indépendance. Nous, Ifremer nous demande encore des moteurs 40 ans après, on les fait. J'en connais d'autres, ce n'est pas le cas. Très clair. Question. Allez, merci beaucoup pour ces présentations. J'ai une question sur le MCO. On peut penser que le marché effectivement va croître, va entraîner finalement un effet volume et donc va augmenter le nombre de drones de surface ou sous-marins à maintenir. Et là, si je parle effectivement de la France, est-ce que finalement notre écosystème est d'ores et déjà organisé pour maintenir ces drones ? Écoutez, de côté Excel, notamment sur la partie guerre des mines, on a déjà beaucoup de systèmes qui sont existants en France et dans le monde, pour lesquels on fournit déjà des services de maintenance auprès de nos clients dans le cadre de contrats pluriannuels. Sur la partie civile, c'est un sujet qui est en cours de développement aussi, parce que jusqu'à présent, les produits sont nouveaux. Donc le sujet va au-delà même de la simple maintenance des systèmes. Il y a la question au titre de la maintenance, on va inclure la révision technique du système, mais aussi sa mise à jour logicielle. C'est fondamental puisque c'est quand même ce qui fait le cœur du drone aujourd'hui, c'est toute la partie logicielle soft. Et ça passe aussi, on a un peu moins parlé tout cet après-midi, mais par remettre à jour la formation des équipes opérationnelles, parce que les équipages tournent, on parle bien d'équipage, même à terre, et donc il faut s'assurer que ces personnels gardent toujours le même niveau de compétence pour pouvoir opérer l'ensemble des véhicules, des systèmes qui leur sont vendus. Et donc ça fait partie de l'ensemble des réflexions qu'en tant qu'industriels nous avons pour s'assurer de maintenir les compétences à la fois techniques, humaines, de l'ensemble des clients en France comme à travers le monde. Et je dirais aussi au niveau maintenance, le côté smart chip va également nous aider, puisque le smart chip, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de récupérer de la donnée à bord, de l'envoyer à terre, de l'utiliser pour en déduire de l'état de l'équipement qui est à bord. Et donc, au lieu de faire revenir ou de faire sa maintenance tous les X jours, parce que c'est le rythme habituel, eh bien, on va pouvoir peut-être la décaler parce qu'on a le moyen de suivre en temps réel l'état de chaque équipement. Et donc, comme disait Nicolas, il y a un moteur diesel à bord du Drix, mais il y a aussi énormément de capteurs qui renvoient toutes les informations dans leur Remote Operation Center et ils savent parfaitement en temps réel dans quel état est leur moteur. J'ajouterais également que l'un des sujets qu'on a dans les réflexions qu'on a sur la politique de maintenance qu'on peut avoir vis-à-vis de nos clients, c'est la rapidité d'intervention
que ce soit en termes de fourniture de pièces détachées. Car même si on s'assure que nos systèmes soient les plus fiables possibles, évidemment, il y a besoin de les entretenir et de les réparer de temps en temps. Et c'est toute la réflexion, c'est est-ce qu'on va envoyer à nos clients à demande les pièces détachées dont ils ont besoin, ou est-ce qu'on va localiser des stocks de pièces détachées chez le client tout de suite pour qu'ils puissent interagir immédiatement dès qu'il y a un sujet. Dans le secteur civil, l'oil and gas, la rapidité de réaction, c'est aussi vrai dans le domaine militaire en opération, mais en tout cas dans l'oil and gas, le temps c'est de l'argent. Donc dès qu'ils ont un problème, ils ont besoin d'une réaction immédiate sous quelques heures pour pouvoir régler le problème. Et donc ça fait partie de cette réflexion de la politique de maintenance, de savoir comment mettre à disposition des clients les pièces détachées, au-delà même des services de maintenance plus long terme qu'on peut fournir. Ouais. Juste au-delà de la MCO, il y a également les problématiques d'obsolescence. En fait, on voit une accélération sur les obsolescences, et notamment comme les drones sont un concentré de technologie en tout point, notamment tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc on parlait des mises à jour logicielles, mais derrière on a également toutes les puissances de calcul et les GPU et ou autres systèmes de calcul. Et on a des obsolescences qui sont très très rapidement atteintes, et donc ça veut dire que dans le cycle de MCO il faut aussi penser à mettre à jour non seulement le logiciel mais certains composants électroniques du système, et du coup ce qui pose des questions de requalification à la mer, etc. Mais c'est une nouvelle contrainte dans le cycle de MCO qu'il faut intégrer. Donc après c'est aussi des choix qu'il faut faire avec le client final. Est-ce qu'il préfère avoir un incrément N-1 ou mettre à jour plus souvent, etc. Il y a des vrais choix de politique industrielle derrière. Et surtout si 40 ans après, on demande la carte électronique, c'est le même sujet. Oui. Il y a un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, enfin je ne crois pas, c'est les communications. Alors, communiquer déjà sous l'eau, c'est compliqué avec des drones, donc 600 plus à 6000 mètres, ça va être encore plus compliqué. Sur la surface, on va avoir des USV là, qui vont faire de la collecte d'informations à l'appel, etc. Tout ça, il faut l'envoyer pour être traité. Par où ça passe ? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que finalement, autant d'informations, est-ce qu'on n'est pas en train de générer plus d'informations qu'on est capable de digérer, quoi, quelque part ? Peut-être Arc et Océan, vous voyez comment sur cette histoire. Alors, excusez-moi, juste pour bien comprendre la question, c'est le temps parle entre les drones, c'est ça, c'est de générer trop de bruit, c'est ça, c'est trop de communication ? Les communications à la fois pour l'essaim. D'accord. Bon, alors déjà, nous, quand on parle de milliers de drones, si on commence à les faire tous parler, c'est comme avoir 1000 personnes dans une petite salle, ça ne va pas marcher. Donc, on essaye d'être très, très restreint sur la communication. Donc, on essaye on est malin, en fait, on essaye de restreindre au maximum l'information qu'on va échanger. Donc, c'est une question de stratégie. C'est une stratégie de comment on va avoir un protocole de communication mis en place. Et ça va dépendre du type de système et le nombre de drones qu'on aura en marche. Mais surtout aussi la relation vers le C2, le poste de command and control, ou le point de surface, on va dire. Donc, ça va varier vraiment par rapport au modèle opérationnel. Mais le but étant que ce qui est intéressant dans le sous-marin, c'est que souvent la communication et le positionnement sont liés. Donc c'est vrai que ça apporte une problématique un peu différente. Mais voilà, donc nous on a une stratégie d'essayer de parler le moins possible et d'avoir d'autres solutions pour transporter l'information. Donc on a typiquement des projets où on va utiliser des drones qui coopèrent entre eux. L'un va être pour l'acquisition de la donnée, l'autre va être pour le transport de la donnée et pouvoir acheminer la donnée là où dans un monde ça passe beaucoup mieux, c'est dans l'air, et donc aller à la surface. Donc voilà, c'est toute une stratégie opérationnelle qu'on met en place. Et peut-être chez... Oui, pour le positionnement communication acoustique sous-marine, alors là je parle sous le contrôle de grands experts qui me regardent au premier rang. Effectivement, c'est tout un sujet. Donc nous chez Excel, on a cette chance de développer aussi des systèmes de communication de positionnement acoustique, donc jusqu'à 10 000 mètres de fond. Et toute la question, c'est de la profondeur, mais également l'élongation dans la colonne d'eau. Et là, il y a un vrai sujet, et il y a un sujet qui aujourd'hui est finalement assez peu adressé. Pour l'anecdote, il y a une dizaine d'années, avec un laboratoire japonais, le Jamstec, en fait, Excel, XBlue à l'époque, avait fourni en fait l'antenne d'émission-réception, et le Jamstec avait fait, grâce à cela, des émissions à plus de 1000 km de distance, ce qui en termes de physique est quand même quelque chose de pas mal.
Et donc effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus qui touche peut-être assez peu l'industrie en tant que telle, parce que c'est plus pour le volet des applications militaires, où là il y a aussi d'autres idées sur tout ce qui va être l'utilisation des fibres optiques, l'utilisation des DAS, mais peut-être que l'amiral en parlera dans son propos conclusif. Par contre, effectivement, l'aspect communication du drone avec ensuite le C2, nous on croit beaucoup au binôme en fait drone de surface AUV, et ça amène effectivement un sujet dont on n'a pas parlé, parce qu'on utilise des systèmes de positionnement mais de communication, donc Thales notamment, pour tout ce qui est le système de grand secours avec l'Iridium Certus, mais par contre notre volet normal de communication c'est Starlink, et il n'y a pas de Starlink français ni européen aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai sujet. Côté Naval Group, vous voulez éclairer quelque chose sur le volet communication? Sur les communications, il y a deux, au-delà de tout ce qui a été dit, il y a deux aspects. Il y a l'aspect normalisation. Aujourd'hui, on a un des gros enjeux, notamment, c'est l'intégration de différents systèmes de communication, différentes bandes de communication, donc il y a un aspect normalisation, au même titre que ce qui est fait dans l'IoT. Et puis le deuxième élément, c'est la bande passante, et de toute façon, la physique étant ce qu'elle est, on ne peut pas faire passer plus de données que ce qu'elle nous autorise, malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc, nous, le parti qu'on a pris, c'est dans l'esprit de ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est d'avoir un maximum d'intelligence à bord pour n'envoyer que l'information utile et recevoir l'information utile. Donc ça, c'est un enjeu important. Mais je pense qu'on a tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête concernant les communications. On a le quantique, on n'a pas abordé aujourd'hui, ça sera l'objet probablement d'un autre débat, mais il y a le quantique qui est une épée de Damoclès ou une grande opportunité qu'on a au-dessus de la tête, qui va interagir directement sur les communications. Et pas que, mais en partie. D'autres questions? Amiral. Oui, je m'adresse là aux représentants des chantiers d'Atlantique. Merci pour la présentation de ce matin sur le LARS par l'arrière, auquel je crois, qui est aussi et sans doute plus performant que le LARS par le bordé. Vous avez été à l'origine de la conception avec Naval Group des BPC. Qu'est-ce que vous pensez d'une récupération dans un radier de BPC, où là, l'eau est tranquille, il manque peut-être un peu de profondeur? Avez-vous des réflexions sur ce sujet? Oui, c'est un sujet qu'on a regardé assez tôt quand on a fait l'évaluation des différents systèmes possibles. Le radier, c'est un bon système, il faut un gros navire. C'est-à-dire que le navire qu'on conçoit et construit avec Naval Group, il fait 200 mètres. Et donc, pour avoir un radier, il faut avoir un grand navire capable de s'immerger en partie. Et il y a une deuxième chose, c'est que dans des gros états de mer, un radier c'est pas hyper efficace. On a assez rapidement des tempêtes de radier, et donc on a le bas du radier qui excite l'eau à l'intérieur du radier, et on peut se retrouver avec des effets dans le radier qui sont assez terribles. Il y a des vidéos là-dessus. Voilà. Donc on a pris l'idée que pour récupérer cette taille de navire, et pour ne pas augmenter la taille du mothership, il valait mieux qu'on sorte de l'idée de radier dans ce cas particulier. Je rejoins Adrien parce qu'on a fait des essais récemment là-dessus. Et déjà, le radier amiral, comme vous le savez, c'est pas par état de mer 4-5, on ne récupère pas dans le radier. Et puis les tempêtes de radier, surtout sur des vecteurs drones qui sont souvent en composite, c'est pas beau à voir. Est-ce qu'il y a d'autres fonds? Oui. Oui, bonjour, Novester, ex-journaliste. Dans la présentation d'Ixelles, vous avez sur le côté une petite vidéo de synthèse où on voit un bossoir monter et descendre un drone, j'imagine. Est-ce qu'il y a une application possible sur les canaux de sauvetage qu'on trouve à bord des navires de commerce, sachant qu'il y a environ une dizaine de morts par an, y compris sous pavillon français, lors des exercices de mise à l'eau et de remontée de cet engin, ou pour les marins, moins on le touchera, plus on arrivera à vivre correctement? Alors oui, j'imagine qu'il y a un champ d'application tout à fait possible que je n'avais pas imaginé.
Mais écoutez, on peut en parler à la fin. Et sachez aussi que Excel, c'est aussi le cabinet d'architecture Mauric, donc qui peut aussi répondre à ce genre de problématique. De la proximité, il y a un laboratoire en France qui doit s'appeler Unseen Lab, qui fait de la poursuite de navires par rayonnement électromagnétique. Ne me demandez pas à quoi ça ressemble, mais pour tous les drones qui sont en surface, qui marchent avec des diesels, est-ce qu'il n'y a pas là une signature électromagnétique qui permet à un laboratoire français, mais d'autres nationalités, de repérer assez facilement vos engins? Mais dans ces cas-là, je vous retourne la question. Qu'est-ce qui va différencier un USV avec un 38 chevaux d'un bateau de pêche? Durée à la mer, les bateaux de pêche passent beaucoup de temps. Mais... La durée à la mer, parce que les bateaux de pêche restent rarement éternellement en mer, à ma connaissance. Non? Bien sûr, mais le drone ne va pas rester au même endroit, il va pouvoir être capable de naviguer, de se déplacer. Donc, Et peut-être un point d'éclairage, Unseen Lab que vous mentionnez travaille plutôt sur le monitoring RF, donc c'est-à-dire c'est plutôt basé sur les radars. Donc tous les gens qui ont un radar, en effet, sont visibles depuis l'espace par Unseen Lab. C'est ça la base de cette très belle société française de bretonne à Rennes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, de toute façon, on arrive à l'heure de la conclusion. Et peut-être on va remercier chaleureusement nos intervenants. Qui ont donné un aperçu de ce qui se faisait en France. On n'a pas tout mentionné. Et donc, on espère que l'amiral Chetaille parlera aussi du premier système dronisé de chasseurs de mines.